Donc, on a prévu d'organiser cette intervention en 2 phases. Alors, j'espère qu'on arrivera à garder un peu de temps pour les questions de la salle. Mais on va commencer en fait avec une série de questions qui ont été préparées soigneusement par les militants les plus investis dans la RSE au sein du syndicat et qu'on a prévu en forme d'entonnoir pour aborder d'abord des notions généralistes et se rapprocher ensuite le plus près possible de l'action que nous pouvons mener en tant que représentants des personnels. Donc, on va commencer par un petit cadrage général. Je vous livre les 3 questions, vous les prendrez dans l'ordre que vous voulez. Ça fait appel à des débats qu'on a souvent dans le débat public, hein, pour atteindre les objectifs de sobriété permettant de limiter le réchauffement climatique. C'est quoi les niveaux d'action les plus pertinents? Les individus, les entreprises, les États, voire des organisations supranationales. Parfois, il y a des gens qui se renvoient le singe. Les entreprises, justement, est-ce que d'après vous, elles se saisissent suffisamment de ces enjeux? Est-ce qu'il faudrait une régulation plus contraignante et dans ce cas-là, de quel type? Et puis, pour qu'on ait tous les idées claires, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les scopes 1, 2 et 3 en matière d'émissions de gaz à effet de serre quand on parle des entreprises? Bon, eh ben, je vais m'attaquer à la rédaction de la copie. Bon, je vais être très scolaire, donc je vais prendre les questions dans l'ordre. Sur la première, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle limiter le réchauffement climatique. Pour celles et ceux qui auraient oublié ce qui s'est passé l'été dernier, il ne vous aura pas échappé que en fait, le climat planétaire a déjà été modifié par les activités humaines. Si on prend comme niveau de référence ou comme base de comparaison ce qu'on a coutume d'appeler le climat pré-industriel et qui, comme son nom l'indique, est le climat que nous avions sur Terre avant le démarrage des activités industrielles, on va dire grosso modo il y a 2 siècles. Ce climat pré-industriel était marqué par un certain nombre de conditions. On avait les moyennes latitudes, les climats polaires, les climats tropicaux, etc. Les saisons, des endroits où c'est océanique, des endroits où c'est continental. Et depuis cette époque-là, la température moyenne de la planète s'est réchauffée d'un peu plus d'1 degré, 1,1 degré. Ce réchauffement, il est pour partie irréversible, c'est-à-dire que même si on arrêtait les émissions demain matin, une partie de ce réchauffement serait toujours là dans 10 000 ans. Si on arrêtait les émissions demain matin, la température planétaire s'arrêterait d'augmenter dans l'atmosphère. La température de l'océan continuerait d'augmenter pendant des milliers d'années, parce qu'il faut du temps pour que l'onde de chaleur se propage dans l'eau à partir de la surface. Le Groenland, qui a commencé à fondre, continuera de fondre de toute façon. Il y a un risque de déstabilisation partielle, même à ce niveau de réchauffement de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a déjà, de mémoire, entre 5 et 10 mètres de réchauffement d'élévation du niveau de l'océan qui est incluse dans ce degré et quelques de réchauffement de toute façon, qui va arriver dans les milliers d'années qui viennent. Et la réponse des écosystèmes va prendre des siècles, même si la température était stabilisée au niveau actuel. Par exemple, 10 à 20% de la forêt française va mourir de toute façon au niveau actuel de réchauffement et de stress hydrique. Et ça, c'est à climat constant. Donc, limiter le réchauffement au sens de faire disparaître le réchauffement qui a déjà eu lieu, c'est déjà plus possible. Après, on peut continuer dans la définition de ce qu'on appelle limiter le réchauffement. Et vous savez qu'on a signé ce qui s'appelle l'accord de Paris. En fait, on l'a même ratifié. La ratification, c'est le processus d'approbation parlementaire ou par référendum qui fait qu'un traité devient opposable en droit interne. Quand des représentants d'un gouvernement vont signer un traité à l'étranger, à ce moment-là, la population n'est pas engagée parce qu'on ne lui a pas demandé son avis. Et les gouvernements n'ont pas le mandat d'accepter des traités, c'est-à-dire des choses qui s'imposent au droit interne sans que le peuple donne son avis. Donc il y a toujours un processus de ratification, une fois qu'on a signé un traité, qui est le processus législatif par lequel ce qui est contenu dans le traité devient vraiment accepté par le pays, qui s'engage conséquemment à modifier éventuellement les dispositions législatives qu'il avait avant. C'est par exemple le cas de tout ce qui vient de l'Europe. L'Europe, ça procède d'un traité, et c'est pour ça que le droit européen est supérieur au droit français. C'est parce qu'on a décidé que c'était comme ça, nous les Français. Donc, dans l'accord de Paris, qui est un traité, nous avons accepté de faire ce qu'on pouvait comme effort pour limiter globalement le réchauffement à moins de 2 degrés et si possible 1,5. Alors, limiter le réchauffement à 2 degrés et si possible 1,5, ça suppose qu'on ne met pas plus d'une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il se trouve que le CO2 est un oxyde, CO2,
dioxyde de carbone, hein, c'est un oxyde, c'est une molécule qui est inerte une fois dans l'air. Donc elle n'a pas de processus spontané d'épuration. La seule manière de retirer un surplus de CO2 de l'atmosphère, c'est d'attendre soit qu'il soit dissous dans l'océan, c'est un processus de vase communicant, soit qu'il soit repris par les écosystèmes, à supposer que les écosystèmes veuillent bien le reprendre et qu'ils se portent suffisamment bien pour ça. Ce qui veut dire que le réchauffement que nous aurons en 2100 ne dépend au premier ordre que de la quantité totale de CO2 qu'on mettra dans l'atmosphère d'ici 2100. D'accord ? Ça ne dépend que de ça. Il suffit de dire combien on en mettra au total et on a le réchauffement. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait que les émissions planétaires commencent à baisser de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. 5%, c'est ce qu'on a eu en 2020, l'année du Covid. C'est ce qu'on a eu en 1945, l'année de l'éradication de l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon. Hein, voilà 2 années où sur Terre, les émissions ont baissé de 5%. Il faudrait que ça baisse de 5% tous les ans, à partir de maintenant, pour qu'on tienne les 2 degrés. Ce que j'ai coutume de dire, et les explications intermédiaires figurent dans l'excellent ouvrage jaune qu'on vous a conseillé, que ça signifie en gros, vous allez moins rigoler, organiser une récession annuelle de l'ordre de 3 à 4% par an dans le monde. Et votre bulletin de salaire est le mien avec. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que si les syndicats deviennent écolos, ils ne vont pas devoir militer pour des augmentations annuelles de salaire, mais pour des baisses annuelles de salaire. Alors vous rigolez, mais c'est ce qui va finir par nous arriver de toute façon, à partir du moment où les ressources vont s'épuiser. Hein, puisque notre pouvoir d'achat, c'est la production physique de notre monde de machines, le vôtre, le mien, hein, celui de tout le monde. Hein, voilà. Donc il faudrait baisser les émissions de 5% par an, et pour 1,5 degré, il faudrait plutôt les baisser de 8 à 9% par an. Donc organiser un peu plus qu'une crise de Lehman Brothers tous les ans dans le monde, etc. Bon, donc voilà ce que ça veut dire, limiter le réchauffement pour qu'on soit bien d'accord. Si on est en scénario ligne de pente, ce qu'un de mes amis a appelé non pas le business as usual, mais le business as unusual, le scénario ligne de pente est un scénario dans lequel les émissions ne seront limitées que par des faits extérieurs à notre volonté. Alors, c'est quoi l'effet extérieur à notre volonté ? Il n'y a plus assez de forêts à couper, donc il n'y a plus de déforestation, parce qu'elles sont toutes parties, et il n'y a plus assez de pétrole, de gaz et de charbon à brûler, tout simplement parce que les gisements s'épuisent. En ce qui concerne le pétrole, ça a déjà commencé, puisque le pic de la production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens, est passé par un maximum historique dans le monde en 2008. C'est une information qui est passée totalement sous l'écran radar de la presse. Hein. Et si on rajoute le shale oil et les sables bitumineux, l'analyse du chiffre project, c'est que très vraisemblablement, c'était 2018. Il y a une actualité récente. Du reste, l'OPEP a décidé de baisser ses quotas de production de 2 millions de barils jour. Ils ont annoncé ça il y a 2 jours, alors même qu'ils n'arrivaient pas à produire au niveau des quotas existants. Et un certain nombre de gens, dont votre serviteur, se demandent si ça ne masque pas tout simplement une impossibilité physique de produire. Donc, quoi que soit le prix du marché et quoi que soit la demande effective, en fait, on masque derrière un comportement apparemment volontaire le fait qu'en pratique, enfin, c'est pas l'OPEP, c'est l'OPEP+, avec la Russie, en fait, la production ne suivra pas. En particulier en Russie, qui devait passer son pic en 2021 avant l'invasion de l'Ukraine et qui, avec l'invasion de l'Ukraine, l'a passé en 2019. Et surtout, la baisse va être beaucoup plus marquée parce qu'une partie des gisements russes sont exploités avec l'aide de compagnies occidentales qui ont foutu le camp. Et ça va induire une baisse non rattrapable de la production dans la décennie à venir. Et il y a quelques millions de barils jour dans cette histoire. Donc la baisse de l'OPEP+, de 2 millions de barils jour, peut tout simplement refléter ça, le fait que la Russie ne peut plus. Donc, pour en venir à ce que je disais, il y a une voiture balai, donc la baisse de la production de pétrole, la baisse de la production de gaz, le pic de production mondiale du gaz sous seule contrainte géologique est attendu pour 2030. Dans la mer du Nord, c'est passé en 2005. Et enfin, le charbon, là c'est beaucoup plus spéculatif, mais enfin ça finira par arriver un jour aussi. Donc si on suit simplement les pics de production des combustibles fossiles en disant on ne fait pas d'efforts, on attend que ce soit la limitation de la géologie qui nous y oblige, à ce moment, mon analyse, c'est que nous aurons un réchauffement de l'ordre de 3 degrés quelque chose. On n'aura pas 5 degrés parce qu'on n'y arrivera pas. L'économie ne pourra pas augmenter ses émissions jusqu'en 2100, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de quoi. Ce qui est une autre manière de dire que l'effondrement économique en trajectoire business as unusual est certain avant 2100. Ce qui était très exactement les conclusions de l'équipe Meadows, qu'on a coutume d'appeler le rapport du Club de Rome, qui avait fait de la dynamique des systèmes au MIT. Donc, ce n'étaient pas des écolos bitniques descendus de leur arbre, c'était des scientifiques qui manipulaient un modèle de la dynamique des systèmes et qui étaient initialement issus du monde de l'entreprise. Forrester, qui avait lancé cette équipe, c'était quelqu'un qui venait du monde de l'entreprise.
Et donc, cette équipe de dynamique des systèmes a dit, tant qu'on poursuit la croissance physique, eh bien, le système, dans un monde fini, s'effondre sur lui-même quelque part dans le courant du XXIe siècle. Voilà, s'effondrer sur lui-même, ça veut dire que population, production industrielle et production agricole baissent de façon inexorable, non pilotée, et revenus par tête, et ça démarre quelque part dans le courant du XXIe siècle, et puis après, pouf, ça s'effondre. Bon. Donc la question du scénario contrefactuel, hein, ce n'est pas un scénario dans lequel l'économie va de mieux en mieux jusqu'en 2100 avec des émissions qui augmentent, c'est un scénario dans lequel c'est le bazar pour ma fin de vie, voire une bonne partie de ma fin de vie, plus l'essentiel de la vie de mes enfants. C'est un scénario dans lequel c'est le bazar pour ces gens-là. Hein. Ce n'est pas un scénario dans lequel tout va bien et puis en 2100, on aura toujours le temps de se gratter la tête pour savoir si on passe à l'action. Voilà, donc limiter le réchauffement, vous avez une petite idée de ce que ça signifie maintenant. Ça signifie, j'ai coutume de le dire de cette façon, ça signifie entrer en économie de guerre. Hein. C'est pas, si on veut être au bon niveau. Hein. Alors, une fois que j'ai expliqué ce que c'est que limiter le réchauffement, est-ce que qui doit agir? En économie de guerre, tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que l'État soit très ferme, on n'en prend pas le chemin, il faut que les entreprises soient très alignées sur les plans globaux et il faut que les individus participent de façon extrêmement active en acceptant délibérément une forme de restriction de leur liberté. Par exemple, on ne prendra pas l'avion pour partir en week-end, par exemple, on ne s'achètera plus de bagnole de 2 tonnes, ni même d'une tonne et demie, etc. D'accord, c'est qu'elle soit électrique ou pas, du reste, ce n'est pas le sujet. Voilà en gros ce que ça signifie. Ça signifie que chacun va devoir faire sa part. Et il est bien évident que tant que nous serons en démocratie, j'espère qu'on y restera un certain temps, même si le système n'est pas parfait, le consensus, il doit naître dans la population. C'est-à-dire qu'il doit naître dans la population un sentiment d'urgence suffisant et une envie d'action suffisante pour qu'on accepte collectivement les efforts qui iront avec ce plan, au motif que ce plan nous amènera aussi de l'espoir et de la sécurité, parce que nous piloterons notre destin au lieu d'attendre que ce soit des catastrophes, des marches d'escalier qui, les unes derrière les autres, se chargent de mettre le système à bas. Voilà la réponse à la première question. Les organisations supranationales, là-dedans, peuvent jouer un rôle, en particulier les organisations supranationales d'entreprises. Les organisations supranationales de pays, c'est très compliqué. Si vous connaissez un peu le fonctionnement des Nations Unies, je peux vous résumer la chose en vous disant que les Nations Unies feront un truc significatif le jour où tous les États auront résolu le problème. Ces Nations Unies, c'est un système remontant par consensus. Donc quelque chose que j'ai un peu coutume de dire, c'est imaginons que tous les gens dans cette salle, vous soyez tous dans la même copropriété. Imaginons que vous rentriez en assemblée, donc vous êtes là à 9 h du matin, et vous devez décider sans ordre du jour, sans chef, sans syndic, et à l'unanimité, d'un programme de travaux pour la rénovation de votre copropriété qui va vous coûter la moitié de sa valeur, dans un système dans lequel chacun paye à proportion de ses surfaces, mais chaque personne a une voix pour la décision. Donc que vous ayez un placard à balai au fin fond de la cave ou le penthouse du dernier étage, vous avez une voix. Par contre, vous n'avez pas la même contribution aux charges. Et l'ordre du jour est déterminé avec chaque personne dans la salle ici qui fait une suggestion, qui propose ce qu'elle souhaite pour les travaux. D'accord ? Et en 24 heures, vous devez arriver à l'unanimité. Alors, qui dans la salle pense que vous allez y arriver ? Ben voilà. Là, je viens de vous décrire ce que c'est qu'une négociation des Nations Unies. En fait, ce n'est pas une négo, c'est entériner les choses telles qu'elles sont. D'accord. Il ne faut rien attendre des COP. Il ne se passera rien aux COP, jamais, à cause du mode de fonctionnement des Nations Unies. Donc ça permet d'en parler, mais ce qui se passe dans une COP, c'est l'avis que la presse en a et rien de plus. Hein, voilà. Donc les organisations supranationales pertinentes, c'est les organisations d'entreprise et c'est éventuellement les filières professionnelles qui ont intérêt au crime. Donc, je ne sais pas, l'Union des chemins de fer, l'Union des fabricants de bicyclettes, enfin des trucs comme ça. Même l'Union internationale des télécoms n'est pas du tout du bon côté de la barrière pour l'essentiel. La 5G et le métaverse, c'est des catastrophes environnementales. Donc, de penser que le monde du numérique est homogène face à cette contrainte, et donc il va pouvoir internationalement se mettre d'accord sur quelque chose qui est très aligné avec une baisse de 5% des émissions par an, j'y crois pas une seconde. Donc il y a quelques acteurs de niche dans cette histoire qui, eux, effectivement, peuvent espérer être du bon côté de la barrière. La profession dans son ensemble, j'ai beaucoup plus de doutes. Est-ce que les entreprises se saisissent suffisamment de ces enjeux? La réponse est non. Chez vous, la personne qui doit s'en saisir se prénomme Christelle.
Et si on voulait être sérieux, elle devrait y passer un jour par semaine. Que je ne pense pas qu'elle y passe. J'ai rien contre elle. J'ai rien pour elle, on s'est parlé une fois dans notre vie, c'est juste pour dire que c'est l'ordre de grandeur du temps qu'il faut y passer et c'est le niveau hiérarchique qui doit être concerné. Voilà. Je connais effectivement depuis très longtemps Philippe Tuzolino, c'est une très bonne relation avec lui, mais la personne qui doit in fine décider d'appuyer très fortement sur l'accélérateur, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, c'est au niveau du COMEX. Si je prends l'exemple de ce qui se passe à Carbone 4, les entreprises qu'on voit essayer de faire des efforts vraiment sérieux sur la question, en général, le patron y passe du temps, ou la patronne y passe du temps, et c'est de lui ou d'elle que ça vient, hein, avec quelque chose qui est vraiment affirmé. Et c'est normal. Dans les premières étapes que toute entreprise fait, si elle est sérieuse sur la question, il y a ma petite marotte, qui est 20 heures de formation, et le fait d'avoir un système de comptabilité physique adapté au problème, puisque l'information sur la manière de gérer la baisse des émissions n'est pas contenue dans les prix. Or, chez Orange, vous avez un truc qui s'appelle un compte de résultat, et je ne sais pas combien il y a de comptables et de contrôleurs de gestion chez vous, si je fais le total de l'interne, plus des Big Four, plus de l'externe, plus de tous les consultants, etc. Mais enfin, je pense que ça totalise bien quelques milliers de personnes. Et je pense que vous y consacrez bien quelques pourcents de vos dépenses IT. Bon, et ben, si vous voulez être sérieux sur le carbone, il faut faire pareil. Donc si on veut être sérieux sur le carbone, il faut qu'il y ait un système de comptabilité carbone interne qui désagrège les opérations jusqu'aux décisions unitaires. Ça veut dire que chacun d'entre vous dans cette salle, là, quel que soit votre niveau de responsabilité, quelle que soit votre fonction, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, vous pouvez mettre en balance l'aspect économique et l'aspect carbone. Voilà, il faut que la comptabilité carbone soit suffisamment désagrégée pour vous permettre de faire ça. Ça vous coûtera quelques pourcents de vos dépenses IT si vous faites ça, et ça vous demandera quelques centaines de personnes à minima en interne qui pilotent le système. Voilà. Tant qu'on n'en est pas là, c'est qu'on n'est pas vraiment sérieux sur la question. La deuxième chose, on peut faire des trucs, mais on n'est pas holistique. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas gérer un problème qu'on n'est pas capable de décrire. Et donc, c'est mes fameuses 20 heures de formation, dont je pense que c'est le talon bas, c'est pas la bande supérieure, hein, c'est le talon bas du temps qu'il faut passer pour rentrer dans la compréhension du problème, c'est-à-dire bien en comprendre les côtés physiques, bien en comprendre les liens avec d'autres problèmes environnementaux qu'on a, la question de l'espace, la question des métaux, la question de la biodiversité, etc. Parce qu'il y a des tas d'effets de bord, et c'est très vite fait de faire des conneries au nom du climat dans d'autres domaines. Il faut avoir la notion des échelles de temps et des ordres de grandeur. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait un petit post LinkedIn pour me moquer de 2 articles de presse qui parlent d'aller faire pousser des courgettes sur la Lune. Oui, France Info va faire ça. Il n'y a pas très longtemps, là, sur TF1, il y avait un sujet au JT sur envoyer une station solaire en orbite. Et il y a également des gens qui pensent qu'on va miner les astéroïdes. Vous savez, aller chercher des minerais sur les astéroïdes. Bon. Quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur, vous vous rendez compte que tout ça est complètement délirant, juste pour le minage des astéroïdes. Le programme Apollo, en dollars actuels, vous savez, le programme Apollo qui consistait à aller sur la Lune, en dollars actuels, a coûté 250 milliards de dollars. Il a permis de ramener 400 kilos de roches de la Lune. Alors, je sais bien qu'avec des vaisseaux automatisés, etc., on fera mieux, mais pas de problème. Mais quand même, ça vous met la tonne de minerai à 500 milliards de dollars, sachant que la tonne de minerai de fer, c'est 300 dollars. Bon. Donc moi, je veux bien. Alors, toute l'information physique n'est pas dans les coûts, ok. Mais enfin, si je faisais un calcul de rendement énergétique ou de rendement physique, je tomberais sur des ordres de grandeur qui ne sont pas très loin. Hein. Donc je pense qu'on découvrirait que la dépense énergétique est 1 million de fois supérieure au bénéfice énergétique qu'on va en retirer. Hein. Donc, donc vous oubliez ce genre de truc et faire pousser les légumes sur la Lune avant qu'on fasse pousser les 2 milliards de tonnes de céréales, enfin de culture végétale principale que nous avons sur Terre sur la Lune, il va se passer du temps. Voilà, donc il faut absolument s'acculturer aux ordres de grandeur, mettre de côté les fausses bonnes solutions, parce qu'on n'a pas 2 essais dans cette histoire. On a déjà gaspillé une partie du premier essai, on n'aura pas 2 essais. Donc voilà les 2 incontournables pour qu'une entreprise s'attaque sérieusement à la question. C'est avoir un système de pilotage physique en interne et avoir des gens qui sont formés de telle sorte qu'ils soient capables de comprendre où sont les décisions compatibles avec la solution au problème et où sont celles qui ne le sont pas, même si c'est celles-là qu'ils vont prendre. Est-ce qu'il faudra une régulation plus contraignante? Oui.
parce que c'est évident qu'à un moment, on ne peut pas compter que sur la bonne volonté des gens. Et le consultant que je suis depuis 20 ans et le petit chef d'entreprise que je suis aussi, pour vous dire qu'une entreprise n'innove que sous la contrainte. Donc pour qu'une entreprise innove, il faut lui taper sur la tête. La mienne, la vôtre. Voilà. Et la bonne question, c'est quel est le niveau de nion qu'on doit vous donner pour que vous avanciez à la bonne vitesse. Mais l'idée qu'il va se passer des choses à la bonne vitesse sans contrainte, c'est totalement faux. Par contre, comme nous sommes en démocratie, il faut que la contrainte soit à minima comprise et acceptée. Il faut qu'elle semble légitime et logique compte tenu du problème que nous avons à traiter. Alors un exemple que j'aime bien prendre est celui du tabac. Il y a 30 ans, on aurait fait cette réunion, la moitié des gens auraient fumé, enfin la moitié peut-être pas, mais enfin une bonne partie des gens auraient fumé dans la salle. Bon. Aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée, même des fumeurs qu'il y a dans la salle, à qui je conseille d'arrêter, mais c'est un autre sujet, d'en griller une. D'accord ? Ça ne vous viendrait pas du tout à l'idée. Donc même les fumeurs acceptent très facilement une contrainte qui est qu'on ne fume pas dans cette salle. Bon. Ils l'acceptent parce qu'ils la comprennent. Ils comprennent que c'est pas bon pour leur santé, que c'est surtout pas bon pour la santé de leur voisin qui leur a rien demandé, et donc ils acceptent cette contrainte globale. Il faut en arriver exactement au même niveau avec la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il faut arriver au niveau dans lequel on considère que la contrainte qu'on nous impose est légitime. Donc il faut que la population accepte qu'on limite la vitesse à 110 sur autoroute, qu'on interdise aux gens de garder une chaudière à fioul ou à gaz, etc. Il faut accepter ce genre de choses et qu'on accepte l'idée qu'on va caper les débits sur les abonnements data et qu'on n'est pas en truc illimité et que si les gens veulent la 5G plutôt que la 4G, ils paieront de 5 fois plus cher. Voilà. Parce que sinon, on attendra de télécharger le film un peu plus longtemps et dans Netflix et dans le métro, on fera des sudoku au lieu de regarder Netflix et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est à ça que ça va servir. Hein. Là, en ce moment, il y a Facebook qui est en train de nous vendre le métaverse avec des chirurgiens qui répètent une opération. C'est des foutaises. Ça va essentiellement servir, exactement comme la vidéo, à faire du divertissement, du jeu, du porno et les dents du petit dernier qui fait areux en 3D. Quoi. Bon. Donc, c'est essentiellement à ça que ça va servir. Donc, là... Et à Meta à vendre des casques de réalité virtuelle. Voilà, ça va servir à ça. Donc l'idée qu'il faut accepter la restriction est quelque chose qui ne peut pas aller sans une éducation, sans une compréhension du problème et sans un effort collectif, parce que c'est évident qu'on n'accepte pas une restriction quand on est le seul à l'avoir. Donc il y a une notion également très importante dans cette histoire qui est la collectivité. Les régulations qui ont ma faveur maintenant, c'est essentiellement les régulations réglementaires. J'ai il y a longtemps plus exactement, été très favorable à la taxe carbone. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse être l'outil principal d'une politique, parce que c'est trop lent. Si vous voulez que la taxe soit socialement acceptable, il ne faut pas qu'elle soit très élevée au départ, il faut qu'elle monte doucement. Mais ça veut dire qu'il faut de la visibilité sur la vitesse à laquelle ça monte, et la visibilité avec des pouvoirs qui changent toutes les quelques années, c'est compliqué. Et par ailleurs, il aurait fallu s'y prendre il y a 20 ans pour mettre en place une taxe qui monte doucettement. Là maintenant, c'est un peu compliqué. Et puis il y a une défiance du monde politique qui fait que plus d'argent pour la puissance publique qui nous gouverne si mal, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter. Ça ne veut pas dire que la taxe soit un mauvais outil, mais ça veut dire que sa mise en œuvre en pratique est souvent compliquée. La réglementation est beaucoup mieux acceptée en fait. Si on dit aux gens « sera interdit de remplacer sa chaudière à fioul par une chaudière à fioul » et tous les gens qui gagnent suffisamment leur vie le feront à leurs frais et les autres, la collectivité les aidera, c'est quelque chose qui en fait est mieux accepté. Donc je suis partisan aujourd'hui d'y aller surtout par la réglementation. Enfin, dernière question, celle-là elle va être plus courte et plus facile. C'est quoi les scopes 1, 2, 3 ? C'est une expression qui est apparue sous l'impulsion d'une organisation qui s'appelle le GHG Protocol, qui est une coalition d'acteurs dans laquelle il y avait le World Resources Institute, un des Big Four, je ne sais plus lequel, et qui a travaillé en parallèle de votre serviteur à l'époque où je faisais le bilan carbone. Et au moment où moi j'ai mis au point la nomenclature du bilan carbone avec une grosse vingtaine de postes d'émission qui renvoyaient à des processus, le déplacement des salariés pour venir travailler, le déplacement des clients pour venir acheter, l'achat des matières premières, l'énergie de fonctionnement du site, etc. Donc tout ça, c'est des processus. Donc le bilan carbone avait d'entrée de jeu une nomenclature par processus, au motif que dans une entreprise, un processus, il y a toujours quelqu'un pour le gérer. Donc avec cette approche, c'était sûr qu'il y avait toujours une personne à qui les résultats allaient parler. Le GHG Protocol avait sorti un truc avec, on a 3 scopes, je ne sais pas pourquoi ça. Et donc ils étaient plutôt partis sur une approche juridique. Donc le scope 1, c'est les émissions qui sont à vous, c'est celles dont vous êtes juridiquement responsable. Donc c'est les sources d'émissions
que vous détenez juridiquement. Votre chaudière que vous détenez. Des engins qui font de la manutention sur site que vous détenez. Le scope 2, c'est toujours dans votre responsabilité juridique directe au sens où c'est des achats d'énergie. Donc, c'est les émissions de l'énergie que vous achetez mais qui n'ont pas lieu sur site, typiquement la production électrique. Et le scope 3, c'est tout le reste. Enfin, qui est responsable de tout le reste dans une entreprise? Qui est responsable à la fois de la maintenance des bâtiments, des achats d'ordinateurs, de la gestion de la politique de déplacement professionnel et de l'utilisation des produits? Personne. Donc ce scope 3 servait à rien. Et en fait, le GHG Protocol a fini par piquer la nomenclature du bilan carbone dans le cadre d'un groupe de discussion à l'ISO, parce que le bilan carbone a fini par servir de colonne vertébrale à une norme, enfin un cahier technique plus exactement ISO, qui a repris en gros sa nomenclature. Et donc le GHG Protocol a fini par dire la manière dont il faut compter les émissions, c'est dans les postes suivants, qui sont exactement les postes du bilan carbone. Voilà. Voilà, donc le scope 3, c'est tout ce qui n'est pas les émissions directes ou l'énergie achetée, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt de l'appeler scope 3. Ce qui a de l'intérêt, c'est de revenir à une analyse par processus, parce que dans les entreprises, ce qu'on sait gérer, c'est des processus. Ok. On a déjà un certain nombre de réponses, y compris à des questions qui vont suivre, puisque là, on va commencer à affiner l'entonnoir et parler des impacts environnementaux du numérique. Alors d'abord, une petite frustration, il n'y a pas de chapitre sur le numérique dans le plan de transformation de l'économie française. Mais pourquoi ça? Ensuite, les impacts environnementaux du numérique ne se limitent pas aux émissions de CO2. Vous l'avez effleuré, mais on peut y revenir un peu plus. Ça consomme également des métaux, des terres rares, de l'eau. Donc, si on peut avoir quelques points de repère, c'est intéressant. Et puis, eh bien, vous avez parlé des organisations professionnelles. Les nôtres, la GSMA qui gère les protocoles mobiles, les gens qui font la communication officielle sur la 5G, bien sûr, ils disent que la digitalisation ou la numérisation, ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. Donc, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Alors, il n'y a pas de chapitre sur le numérique dans le plan de transformation de l'économie française, tout simplement parce qu'on avait déjà commis plusieurs travaux sur le sujet avant, au Shift Project, et donc c'est une simple question de forme. En fait, dans l'esprit, vous pouvez considérer que ce qu'on a proposé sur le numérique en fait partie aussi. On n'est juste pas allé au stade des recommandations. On n'était pas mature, en fait, sur le numérique au moment où on a fait le PTEF, pour proposer des recommandations pour aligner le numérique avec une baisse de 5% des émissions par an. Mais c'est work in progress au sens où on est en ce moment en train d'essayer de trouver, parce que nous sommes une petite organisation au Shift Project, donc on est en train d'essayer de trouver le financement pour faire ça. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est un livre blanc du numérique pour aligner le numérique avec 5% de baisse des émissions par an. Alors, il y a un lien entre la première et la troisième question. On a du mal à trouver des gens qui nous financent facilement. Tout simplement parce que, nonobstant les déclarations faites sur le côté je vais diminuer les émissions chez tous les autres grâce au numérique, en fait, les gens savent très bien que c'est pour partie de la façade et que si on veut aligner l'industrie du numérique avec une baisse de 5%, de baisse des émissions dans le monde, ça va notamment contracter le numérique. Alors, pourquoi est-ce que ça va contracter le numérique? C'est la réponse à la question 2, ou enfin 1 et 2. Quand vous regardez d'où viennent les émissions du numérique dans le monde, qui, par ailleurs, font aujourd'hui de l'ordre de 4%. Alors, c'était 4% en 2018 quand on a sorti le rapport du Shift Project. Aujourd'hui, c'est peut-être 5% des émissions planétaires. Tout compris. Là-dedans, vous avez en gros la moitié qui est liée à la fabrication et au renouvellement des composants matériels. Donc, l'écran connecté que j'ai sous le nez, là. Les téléphones que vous avez tous dans votre poche ou sur les jambes, les ordinateurs que vous avez, les composants de réseau, donc ce qui permet de faire le backbone d'Orange, etc., les antennes, relais, etc. Eh bien, la fabrication, les émissions liées chaque année à la fabrication de tout ça pour accroître ou renouveler le parc, c'est la moitié de l'empreinte. L'autre moitié de l'empreinte, c'est les émissions de fonctionnement de tout ça, dans laquelle vous avez, alors donc sur 50% des émissions, vous en avez 20 qui viennent du fonctionnement des serveurs et 30 qui viennent du fonctionnement de tout le reste. Donc les réseaux et les terminaux. Donc l'électricité de cet écran, l'électricité des ordinateurs, l'électricité des smartphones, etc. L'électricité du réseau.
si on veut baisser ça de 5% par an, on n'y arrivera pas avec des mesures strictement techniques, au surplus dans un monde où le trafic data doit augmenter de quelques dizaines de pourcents par an. Ça doit être à peu près ça. Hein. Je sais que dans les banques, c'est 30% par an. Je pense que ça doit être quelques dizaines de pourcents par an d'une manière générale. Ça voudrait dire qu'on arrive à faire tous les ans 35% d'efficacité énergétique par octet ou par centimètre carré d'écran, ou etc. Et je ne pense pas qu'on y soit. Bon. Donc, bien évidemment, si on veut baisser les émissions du numérique de 5% par an, comme celle de tout le monde, on va devoir limiter les usages. Et en particulier l'usage de la vidéo. C'est ça qu'on va devoir limiter. On est passé dans des systèmes qui sont beaucoup plus gourmands en ressources physiques ces dernières années et décennies. Par exemple, la télévision hertzienne, numérique ou pas, était beaucoup moins gourmande en ressources que la télévision point à point qui passe par le réseau fibre. C'est évident. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans le sens où on va vers une augmentation de la consommation d'énergie et de matière par usage, plutôt que l'inverse. Pour vous donner des ordres de grandeur, la fabrication d'un smartphone, d'un fabricant mondial que je ne nommerai pas, qui est une des premières capitalisations boursières du monde, c'est un peu moins de 100 kg de CO2. Donc typiquement, chez vous, une contribution à la baisse des émissions de CO2, c'est d'arrêter de pousser les consommateurs à renouveler leur smartphone, et c'est au contraire de les pousser à le garder le plus longtemps possible. Idem pour les ordinateurs, mais évidemment, si vous gardez vos téléphones le plus longtemps possible, ça veut dire que ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique se passe beaucoup moins vite. Puisque à chaque fois que vous renouvelez votre appareil, vous avez un truc qui prend des meilleures photos, qui, je ne sais pas quoi, enregistre plus de vidéos, a un meilleur débit, enfin, etc. Si vous le gardez 10 ans au lieu de le garder 2 ans, bah, vous n'avez pas ça. Hein. Pareil pour les ordinateurs. Il faut, voilà. Et enfin, comme le fonctionnement des serveurs, c'est 20%, bah, il faut limiter le fonctionnement des serveurs, et donc il faut limiter l'inflation de données, et même la faire baisser. Alors ça peut aller chercher loin. Hein. Par exemple, dans le domaine du grand public, c'est ce que je viens d'évoquer, hein, c'est renouveler le moins souvent possible le matériel et limiter les débits, notamment vidéo. Mais dans le domaine professionnel, l'inflation réglementaire, ça conduit à de l'inflation de data. Par exemple, dans le domaine bancaire, l'obligation de la comparaison des prix, etc., ça duplique des flux. Enfin, bon, donc vous êtes ravis, parce que derrière, OBS fait de bonnes affaires. Mais c'est quelque chose qui pousse structurellement. Voilà. On a tendance, quand vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, à ajuster la complexité réglementaire du monde à la puissance informatique. Hein. C'est-à-dire que demain matin, si on n'avait pas d'ordinateur, si on n'avait plus d'ordinateur du tout, on serait totalement infoutu de gérer le corpus réglementaire que nous avons aujourd'hui à gérer. On serait infoutu de le gérer, juste infoutu. Ne serait-ce que pour commencer, on ne pourrait pas tenir vos comptes sur papier. Alors vous êtes obligé de tenir des comptes. Hein. Donc vous avez aujourd'hui le corpus réglementaire, on est incapable de le gérer sans ordinateur, c'est-à-dire sans les 40 métaux que vous avez dans un ordinateur. Donc aujourd'hui, les obligations réglementaires et le trafic data, ça porte un nom, ça s'appelle du cuivre, de l'indium, de l'arsenic, du chrome, de l'étain, du plomb, du fer, etc. Voilà, ça porte ce nom-là. Donc, ce qu'on va trouver dans les ordinateurs, les terres rares, bon, vous en avez un peu, vous avez de l'indium, du gadolinium, etc., l'indium dans les écrans, mais vous avez surtout des métaux ordinaires, vous avez de l'or. En fait, ce qui vaut le plus cher dans un smartphone quand on le recycle, c'est l'or. Les deux métaux qu'on va récupérer dans un smartphone qu'on recycle, c'est l'or et le cuivre, éventuellement l'étain, tout le reste part à la poubelle, parce que c'est trop dilué, trop mélangé, et l'énergie de récupération de chaque composant pris individuellement est beaucoup trop élevée. Donc on n'en fait rien, on en passe ça dans un coin, ou ça reste dans vos tiroirs, parce que ça peut toujours servir, comme disait Gad Elmaleh. Vous avez également de l'eau, on en utilise, et du reste ça peut être un sujet, parce que les fondeurs de semi-conducteurs, quand ils sont dans des endroits dans lesquels il y a une pénurie d'eau, il y a une sécheresse, ça peut les affecter de deux manières différentes. D'abord parce que l'usine elle-même a besoin d'eau, et ensuite, parce que l'usine a surtout besoin d'électricité. Et si vous êtes dans un endroit, par exemple le Sichuan, où l'essentiel de la production est hydroélectrique, ben, s'il n'y a plus assez d'hydroélectricité, on met la production des usines au ralenti. Il est évident qu'aujourd'hui, on a bâti notre monde sur la disponibilité perpétuelle de matériaux qui ne seront pas perpétuellement disponibles. Donc je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui se passe si demain matin, on ne peut plus se réapprovisionner en puces. On a déjà eu un petit aperçu. Voilà, et ben, ça n'est qu'un apéritif, parce que c'est évident que moins de pétrole, c'est un monde qui va se démondialiser.
Or, les 50 métaux qu'on a dans un ordinateur, il n'y en a pas un en France parce qu'il n'y a pas de mine. Alors, on pourrait rouvrir certaines mines, mais on ne les aura jamais tous, hein, les 50. Parce que les composants miniers qui vont rentrer dans les ordinateurs seront de plus en plus difficiles à extraire de la croûte terrestre parce que la teneur en métaux des mines baisse. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a commencé à exploiter le cuivre en Espagne à Rio Tinto, il y avait à peu près 200 kg de cuivre par tonne de minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre dans le monde, c'est 4 kg de cuivre par tonne de minerai. Donc ça veut dire que la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour extraire une tonne de métal des entrailles de la Terre n'arrête pas d'augmenter. Donc il faut plus de métal pour la transition, et il faut plus d'énergie par tonne de métal. Donc on va avoir un petit sujet. Et puis cette énergie, elle est essentiellement fossile. Enfin voilà, donc on a d'autres limites qui vont s'appliquer au numérique que simplement la limite en CO2. Il y a notamment une limite de ressources et une limite d'énergie. Et cette limite de ressources et cette limite d'énergie peuvent éventuellement nous jouer des sales tours et finiront par nous jouer des sales tours si ce n'est pas nous qui mettons les limites. Voilà. Ah bah, pardon, je n'ai pas répondu à la dernière question, mais je vais y aller très rapidement. J'ai vu passer une étude qui a été commise par Orange, je crois, donc je vais dire beaucoup de mal de la maison qui vous héberge, disant que pour 1 émis dans le numérique, on économisait 10 ailleurs. Alors, Oui. Ah, c'est pas Orange. Pardon. Non, c'est pas Orange, c'est la GSMA. Alors, notre ancien PDG était le président de la GSMA, mais alors, bon, alors je vais dire du mal de votre ancien PDG. Du coup, je vais vous livrer une réflexion. L'empreinte carbone du numérique dans le monde, c'est 4% des émissions. Si on était dans ce ratio de 1 pour 10, ça veut dire que le numérique aurait fait économiser 40% des émissions. Je pense qu'on le verrait. Voilà. Donc en fait, ce calcul ne repose sur rien. Je ne l'ai pas lu dans le détail pour savoir où est-ce qu'il pêche, mais c'est évident qu'il pêche. En fait, quand vous regardez, c'est une courbe que je montre souvent, donc vous pouvez aller voir ça sur n'importe quel enregistrement vidéo de mes conférences. Quand vous regardez la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1 siècle et demi, on ne voit strictement aucune inflexion de cette courbe au moment où le digital prend son essor. Aucune. Donc, ce qui veut dire que l'effet net du digital, ça n'a absolument pas été de ralentir la hausse des émissions. Absolument pas. Sinon, ça se verrait. Ouais, ben on continue à empiler, en fait. Alors justement, on va en venir... Et je ne vois pas comment les jeux en ligne, Netflix et le porno, pourraient faire baisser les émissions. Je ne vois pas vraiment. Je suis assez d'accord. Je ne reviendrai pas sur les propos du maire de Grenoble qui avaient été très controversés, mais on est un certain nombre à se demander s'il n'avait pas fortement raison. Et c'est très difficile pour nous de bosser chez Orange et de dire qu'il faut qu'on fasse en partie harakiri à ce qui fait manger notre boîte. C'est pas juste rien. On y reviendra à la fin. Mais justement, on va commencer à rentrer de plus en plus près dans le vif du sujet. Concernant Orange, sans dévoiler d'informations confidentielles, est-ce que vous avez en tête comment on se situe sur à chacun des fameux scopes 1, 2 et 3 ? L'entreprise a affiché un objectif de neutralité carbone à 2040. Est-ce que c'est réaliste et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Et puis, justement, pour faire le lien avec ce qu'on prétend à la GSMA ou dans la pub sur la 5G, qu'on va diminuer l'empreinte des autres secteurs d'activité, on pourrait se dire que les opportunités d'affaires liées à la réduction de l'empreinte environnementale, ça constitue un pan important de notre activité. Or, dans le document d'enregistrement universel d'Orange, qui fait 600 pages, il y a une page, la 312 pour les curieux, qui évoque ce sujet. Donc nous, on se dit qu'on pourrait sûrement aller plus loin. Alors je fais juste une... oui, parce que je n'ai pas mis ma note de bas de page. Le document d'enregistrement universel, pour ceux et celles dont c'est pas l'oreiller, c'est la Bible qu'on donne tous les ans aux actionnaires avant l'AG et que nous, à la commission économique du CSEC, au conseil de surveillance de l'actionnariat salarié, on dépouille tous les ans, sachant que nos administrateurs, eux, ils font encore plus. Et moi, je suis une ex, donc je sais. C'est-à-dire qu'on lit tout et on valide tout avant l'AG. Voilà, donc nous, les 600 pages, on les connaît. Alors, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre dont dépendent les activités d'Orange,
Parce qu'il faut bien voir qu'un bilan carbone, c'est un lien de dépendance, ce n'est pas un lien de responsabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, le lien de responsabilité, il ne s'exerce que sur les sources dont vous êtes propriétaire. Donc on va trouver les chaudières à gaz de vos bureaux essentiellement. Et ça se limite à peu près à ça. Nos équipements réseau aussi. Alors vos équipements réseau, ils sont déjà plus, les émissions correspondantes sont déjà plus attachées dans les équipements réseau, sauf pour les groupes électrogènes que vous pourriez posséder pour les sites vitaux. Vous en avez quelques-uns, j'imagine, des groupes électrogènes pour les équipements vitaux. Voilà, donc c'est ça qu'on va trouver. Par contre, les émissions de la production électrique, donc les émissions de la centrale de Saint-Avold au charbon que nous allons remettre en service et qui alimente le réseau, ça, c'est dans le scope 2, c'est déjà plus dans vos émissions, les émissions dont vous êtes directement dépositaire, propriétaire. Donc les émissions dont vous êtes directement propriétaire, c'est une fraction très très mineure de l'ensemble des émissions qui permettent à l'activité d'Orange de s'exercer. Le bilan carbone reflète un lien de dépendance. C'est ça qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas un lien de responsabilité. Donc on ne cherche pas à dire vous êtes responsable des émissions du fondeur de puces taïwanais qui permet à vos clients d'avoir des smartphones. Je ne sais pas si vous en êtes responsable ou pas responsable. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que vous en dépendez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le fondeur de puces taïwanais, vous n'avez pas de smartphone et donc il n'y a pas de vente d'abonnement pour smartphone. Voilà. Donc là, si on regarde les émissions dont vous dépendez, l'immense majorité se situe dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire tout ce qui est externe à vos émissions directes et à vos achats directs d'électricité. Alors cela étant, ça dépend un peu du pays. Il se trouve que j'ai fait le premier bilan carbone d'Orange, moi perso, mais c'était il y a longtemps, donc j'ai plus tout en tête et je ne l'ai pas relu. En Pologne, par exemple, les émissions de fonctionnement du réseau sont extrêmement significatives, rapportées aux émissions d'achat des terminaux, par exemple. Mais par contre, si on prend l'ensemble de vos activités, et notamment la France, en gros, ce qui va dominer, c'est le renouvellement des terminaux, l'utilisation des terminaux, la fabrication des composants de réseau. C'est ça qui domine de très loin. Derrière, vous allez trouver l'électricité que vous achetez en direct pour faire fonctionner le réseau et les data centers que vous possédez, si tant est que vous ne soyez pas passé dans le cloud. Si vous êtes passé dans le cloud, ça passe dans le scope 3. C'est plus chez vous, c'est chez Amazon Web Services ou je ne sais pas qui. Ce qui veut dire que le détail de mes communications est entre les mains de l'administration américaine, incidemment. Enfin, et des sites internet que je consulte, enfin tout ça est connu des Américains. Vous connaissez la loi extraterritoriale des États-Unis? Absolument, voilà. C'est très problématique. Alors je dirais que pour faire une incise là-dessus, chez Orange, pour nos propres activités, on est essentiellement sur nos propres data centers, avec de moins en moins, parce que depuis qu'on a installé Teams, et Orange, Orange Collaboratif qui est basé sur la solution Microsoft, eh bien nous avons tous un petit cloud personnel, Microsoft, dont personne à la DSI n'a été capable de nous dire clairement où il était hébergé et où on est certain qu'on dépend des lois extraterritoriales américaines. Donc, à partir du moment où l'acteur ou l'entreprise qui vous propose le service d'hébergement est américaine, ça suffit. Absolument, on est d'accord. S'il y a comment dire, s'il y a un ordre d'un juge, on peut y accéder. Il faut quand même passer par un juge, mais bon. Alors, donc pour en venir à ce que je disais, donc l'essentiel des émissions dont dépend Orange sont les émissions de fabrication du matériel de vos clients, du matériel de votre réseau, du fonctionnement du matériel de vos clients. Voilà, en gros, c'est ça. Sachant qu'il y a après des subtilités méthodologiques, pas toujours très simples. Par exemple, si vous vendez des mobiles à des gens qui s'en servent dans le cadre d'une activité de transport, par exemple, est-ce que vous devez mettre les émissions des transports ou pas dans le scope 3? Enfin, ouais, parce que s'il n'y a pas de transport, vous n'aurez plus ces clients. Bon. Donc voilà, donc il y a des tas de subtilités méthodologiques de cette nature. Carbone 4, on passe notre vie là-dessus. Mais en gros, les émissions dont vous dépendez sont essentiellement dans ce qu'on appelle le scope 3. Alors, est-ce réaliste d'afficher un objectif de neutralité carbone à 2040? Alors là, je vais vous faire sauter en l'air. La réponse est non, ça n'est pas réaliste parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'objectif de neutralité carbone pour une entreprise prise individuellement. La neutralité carbone, c'est quoi? C'est arriver un jour à un état dans lequel les émissions d'origine humaine sont compensées par le surplus de puits d'origine humaine. Alors les puits, c'est les écosystèmes. Dans les écosystèmes, vous avez les écosystèmes dits naturels et puis vous avez les écosystèmes dits artificiels. Alors par exemple, les écosystèmes artificiels, c'est l'agriculture.
On peut séquestrer du carbone dans le sol en arrêtant le labour, en plantant des haies, en n'ayant pas le même type de rotation de culture, en augmentant les masses racinaires, etc. Ça fait partie des puits imputables aux hommes, si on arrive à faire ça. Je vous dis tout de suite un truc, les puits technologiques, là, je ne sais pas si vous avez vu passer là aussi cet article sur l'aspirateur à CO2 qu'on a installé en Islande. Voilà, bon ça c'est du délire complet. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur basé sur l'ACV de ce truc-là. Si on voulait reprendre chaque année dans l'atmosphère le CO2 qu'on y met avec ce genre d'aspirateur à CO2, il faudrait qu'on y affecte la totalité de l'électricité mondiale, donc il n'y aurait plus un électron pour votre réseau, et la totalité du pétrole mondial. Donc il n'y aurait plus un litre de carburant pour les camionnettes que vous utilisez pour aller voir les antennes de réseau. Ce qui est une autre manière de dire qu'on aurait fait un système de Shadok parfait dans lequel toute l'énergie mondiale serait utilisée exclusivement pour des appareils qui permettraient de reprendre le CO2 de l'énergie mondiale. Bon, ça serait vachement intelligent. Donc vous oubliez ce genre de truc, ça ne sera jamais à l'échelle. Là, ça sert juste dans un monde où il y a du quantitative easing partout et trop de pognon à investir, à attirer quelques investisseurs dans des trucs de gadgets. Et en plus, il n'est pas exclu que les investisseurs fassent la culbute parce que le jeu du private equity est de temps en temps un jeu bizarre. Mais ça ne sera jamais à l'échelle pour apporter une solution significative au problème de changement climatique. Donc, voilà. Ça fait partie de tous ces cas de figure dans lesquels la presse vous fournit une information sans vous fournir un calcul d'ordre de grandeur qui permet de remettre l'information en perspective. Donc il faut le faire par vous-même pour savoir ce qu'on vient de vous proposer. Oui, quand on est fainéant, il suffit de vous lire. On vous suit sur LinkedIn et on a les commentaires. Si j'ai le temps de le faire. Alors, donc la neutralité, c'est à l'échelle planétaire. Dire qu'une entreprise serait devenue neutre toute seule, ça porte l'idée que l'entreprise, c'est toute seule, avec ses seuls efforts, totalement dérisquée face à la question climatique, c'est-à-dire qu'elle a supprimé tout lien de dépendance avec des émissions qui se passent ailleurs, et qu'elle a supprimé tout risque lié à un changement de réglementation qui porterait sur les émissions qui ont lieu ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis neutre, je ne suis plus concerné par le problème. Question, est-ce que vous pensez... Alors la neutralité, souvent, s'obtient avec ce qu'on appelle de la compensation. Donc, j'ai des émissions, je les calcule, si possible sur le périmètre le plus restreint possible pour que ce soit facile à compenser. Et derrière, j'achète ce qu'on appelle des crédits carbone de gens qui vont planter des forêts, baisser les émissions, vendre des réchauds à gaz pour supprimer la déforestation, qu'est-ce que je sais. Et donc, je dis, ah, plus et moins, c'est bon, j'arrive à zéro, et donc, je suis sorti du problème. Alors, question, admettons que vous soyez arrivé à zéro de cette manière-là. Admettons que les Taïwanais, un jour, disent à leurs fondeurs de semi-conducteurs « c'est interdit d'acheter de l'électricité au charbon et qu'il n'y ait que ça à vendre ». Est-ce que vous pensez que le fait d'être neutre vous dérisque, vous sort du problème? Admettons qu'en France, on dise « overnight, il est interdit de se servir d'une camionnette à pétrole pour se déplacer, alors que vous ayez que ça pour aller maintenir les antennes ». Est-ce que vous pensez que vous êtes dérisqué? Vous voyez bien que non. Donc, l'objectif de neutralité individuelle, qui est très fréquent dans le numérique. Personnellement, j'ai changé de moteur de recherche de référence le jour où Google a affiché sur sa page d'accueil neutre en carbone depuis 2007. Donc ça, c'est de la publicité mensongère. Si j'étais riche comme M. Bloomberg ou M. Forbes, plutôt que de faire le consultant, je passerais mon temps à faire des procès aux gens qui affirment ce genre d'ânerie. Voilà, ça me distrairait. Mais en l'occurrence, c'est une ânerie. C'est évident que c'est une ânerie. Microsoft affirme des âneries. Enfin, dans le numérique, tout le monde affirme des âneries. Et il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le lobbying qui a été effectué pour que la loi française n'interdise pas d'affirmer qu'un produit ou service est neutre en carbone serait venu du numérique. Voilà, il se dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est faux. Ça pourrait être un des acteurs ayant fait ça. Parce que la loi française, initialement dans le projet de loi climat là, qui a été voté il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans je crois, disait il est interdit de mettre neutre derrière un produit ou service, parce que maintenant vous avez des carburants neutres en carbone, vous avez tout ça. Hein, bon. Donc si vous pouvez être neutre en carbone, Total peut l'être aussi. C'est le même mécanisme comptable. Ben, rigolez pas, c'est le même mécanisme comptable. Comme disait l'autre, nous vivons une époque moderne. C'est exactement le même mécanisme comptable. Donc, et un opérateur de centrale à charbon peut l'être. Du reste, Drax s'est fait attaquer, qui est la plus grosse centrale à charbon en Grande-Bretagne, s'est fait attaquer par une ONG justement sur ce motif. Donc, la neutralité d'une entreprise n'est pas possible, et la seule chose qui est possible, c'est de se mettre en accord avec la neutralité planétaire. Alors, se mettre en accord avec la neutralité planétaire, ça veut dire qu'on est capable d'imaginer un business model qui résiste à une baisse planétaire de 5% des émissions par an. Voilà.
C'est ça, s'aligner avec la neutralité planétaire. Alors, il se trouve qu'à Carbone 4, on fait ce genre d'analyse de temps en temps. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous vendrez toujours autant de téléphones? Est-ce qu'il y aura toujours autant de serveurs? Etc. Ou pas, hein? Où est l'espace de liberté qui vous reste physiquement dans un monde dans lequel vous cherchez à vous aligner avec une baisse de 5% par an des émissions? C'est ça qui a de la pertinence en termes d'investigation si on veut confronter une activité. Enfin, c'est ce qu'on pense à Carbone 4, on l'affirme, on le clame, on fait des projets en ce sens. On a démarré à Carbone 4, par exemple, un projet qui s'appelle Iris, qui vise à refaire, pour dire les choses très, très rapidement, qui vise à faire du MEDOS de la microéconomie. Donc en gros, on veut donner aux entreprises une boîte à outils pour se confronter à un cadre physique restreint pour faire de la prospective. Donc pas de la stratégie, pas des trucs à 3 ou 5 ans, mais de la prospective, donc des trucs à 20, 30 ans. Orange n'est pas dedans, malheureusement. On aurait bien aimé. Mais si, Orange est dans Iris. Ah, super, bonne nouvelle. C'est récent? Ah, alors très bonne nouvelle, merci. Et ben donc voilà, grâce à cette boîte à outils, merci Jean-Manuel, on va pouvoir vous aider à savoir ce que ça veut dire, même si ça fait mal. Mais au moins on saura. Hein, au moins on saura. Et je suis très content d'être venu ici et d'avoir appris cette nouvelle. Voilà, alors le chapitre opportunités d'affaires liées à la réduction de l'empreinte environnementale ne fait qu'une page. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Évidemment qu'on peut aller plus loin. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aller plus loin, ça veut dire investir beaucoup de jus de cerveau sur la question. Donc ça veut dire partir du bon cahier des charges, et notamment en lien avec ce que je viens de dire, c'est l'étape d'après de ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez ce que ça signifie en termes d'évolution des secteurs d'activité dans le monde, dans leur ensemble, ce que ça veut dire pour les transports, ce que ça veut dire pour les bâtiments, ce que ça veut dire pour l'industrie, etc. Vous savez où vous pouvez proposer des services, vous Orange, qui sont cohérents. Et après, la question que vous allez avoir, c'est jusqu'où vous avez envie ou pas de rester solidaire avec vos petits copains. Donc dit autrement, si vous pouvez proposer des services et que dans le même temps, British Telecom ou son descendant fait faillite et Vodafone fait faillite, la question c'est est-ce que ça vous ennuie ou est-ce que ça vous ennuie pas? Bon. Et ce que je dis n'est pas complètement anecdotique parce que vous savez très bien que dans les secteurs d'activité aujourd'hui, on oscille en permanence entre de la concurrence et de la solidarité. Et donc ça reposera nécessairement cette question-là, qui est de savoir où est-ce qu'on met la ligne de partage des eaux. Voilà, je ne sais pas s'il y a une branche télécom à CFE-CGC, mais la question se posera peut-être de savoir si vous devez avoir une politique homogène de défense des intérêts chez tout le monde, ou si à un moment on accepte que Bouygues fasse de meilleures affaires que Free ou Orange de meilleures affaires que Bouygues. Voilà. Ça ne va pas être nécessairement très simple pour des organisations comme la vôtre. Voilà. Mais ces questions-là vont être posées. Donc, encore une fois, oui. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il n'y ait pas plus qu'une page ? La réponse est raisonnablement oui, pour une raison assez simple, c'est qu'on sort de 2 siècles de monde infini et de croissance. Et donc, toutes les boîtes à outils, toutes les formations, tous les ingénieurs qui sont dans cette salle, moi inclus, on a été formés dans un cadre dans lequel la question des limites physiques et des effets d'éviction n'était pas centrale dans la manière qu'on avait d'aborder les problèmes. Et le fait de passer de 1 page à 100 pages, ça revient à dire qu'on passe de ces effets de limites physiques et d'effets d'éviction d'un truc marginal, voire absent, à quelque chose qui devient principal. Bon. Et c'est quelque chose qui demande, là aussi, de la formation des gens qui vont devoir faire ça. Le fait que votre patronne va devoir accepter qu'on fasse ça, va devoir accepter qu'en interne, il y ait des débats forts, parce que c'est évident que ça va créer une ligne de démarcation entre 2 camps qui ne seront pas nécessairement très raccords. Donc ça pose la question de l'esprit d'entreprise et de l'homogénéité à l'intérieur de l'entreprise. Ça a toujours été beaucoup plus facile dans une entreprise de faire démarrer des activités qui pourraient ensuite se rajouter à ce qu'il y avait déjà, que de faire émerger des activités qui vont remplacer ce qui existe déjà. Hein, ce n'est pas exactement la même chanson. Voilà, donc ce n'est pas juste l'affaire de mettre 1 page plutôt que 10, plutôt que 50. Si vous voulez mettre 50 pages de blabla, ça sera très facile. La question, c'est est-ce que vous voulez mettre 50 pages qui traduisent une réflexion préalable extrêmement profonde et qui sera pour partie douloureuse ou pas? Voilà. Et ça renvoie à ce que je disais, c'est-à-dire le fait d'être capable de s'outiller, le fait d'y mettre les moyens, le fait de considérer que dans la hiérarchie entre le carbone et les euros, ce n'est pas nécessairement les euros qui passent en premier tout le temps, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est plus proche, alors ce terme a une connotation historique peu sympathique, mais ça se rapproche plus d'une révolution culturelle
oui, je sais qu'il y a une connotation historique peu sympathique, que simplement d'un aménagement à la marge. Voilà, ça ne pourra pas être traité de manière satisfaisante par un aménagement à la marge, malheureusement. Alors justement, on va continuer à avancer dans le dur, hein. Bon, je dirais que si je prends la dernière question de la page, elle touche justement le modèle économique, hein, puisque notre métier, c'est de vendre de la connectivité et de la bande passante. Donc, voilà, quand on vend ça en tant qu'opérateur de télécom et entreprise de services numériques, comment on accompagne nos clients vers la sobriété. Et puis, si je remonte dans la page, bon, vous avez déjà commencé à répondre à la question tout à l'heure, mais on peut continuer à creuser. Comment intégrer les externalités environnementales dans la comptabilité et la présentation des résultats financiers pour que ce ne soit pas un frein à l'action environnementale. Et je remonte enfin à la première question, qui est comment on convainc nos actionnaires que l'entreprise doit orienter sa stratégie en faveur de la limitation de l'empreinte environnementale, voire en faire des alliés pour qu'ils poussent dans ce sens, hein, puisque, alors, je vais être brutal dans mes propos, mais notre direction financière est totalement inféodée à la vision des analystes et des actionnaires. Et nous, en tant que salariés et représentants des salariés, les salariés d'Orange détiennent 8% à peu près du capital de l'entreprise. Et donc, on a la possibilité d'émettre des résolutions en AG. Si on arrive à être assez malin pour en émettre quelques-unes qui peuvent attirer l'intérêt d'autres actionnaires que nous, on peut contribuer aussi à engager la révolution culturelle. Disons-le comme ça. Alors, les actionnaires d'une entreprise, en général, ils ont une religion qui est le résultat. Parce que assez rares sont les actionnaires qui considèrent qu'ils sont des actionnaires citoyens, y compris les actionnaires salariés, pour être un peu désagréable, et qui pensent que leur premier mandat, c'est de faire en sorte que l'entreprise limite ses émissions, et que si ça va avec une baisse continue de la valeur de l'action, c'est pas grave. Voilà, les gens qui pensent ça sont quand même assez rares. Alors, comment convaincre les actionnaires ? Eh ben, ma réponse va peut-être vous faire sauter en l'air. Je pense qu'il ne faut pas chercher à les convaincre, il faut convaincre la puissance publique. La puissance publique, un jour, va vous dire que ça, vous n'avez plus le droit de le faire, et puis la valeur de l'action sera ce qu'elle sera. Voilà. Convaincre les actionnaires, j'y crois pas. Enfin, j'y crois assez peu. Alors, j'y crois dans un seul cas de figure. J'y crois quand l'actionnaire... Alors, je suis désolé, je vais faire l'apologie de l'économie de rentier du 19e siècle, mais l'expérience de Carbone 4, c'est que c'est plus facile globalement de convaincre l'actionnaire quand l'actionnaire est le propriétaire de l'entreprise et que de passer par des rendements qui transitoirement se cassent la gueule, c'est-à-dire de passer de 10% de résultats à 2% de résultats, si l'entreprise n'est pas opéable, si l'entreprise n'est pas transmissible, et s'il doit faire ça pendant 10 ans et que c'est le prix à payer pour survivre et se mettre dans une trajectoire qui est compatible, il le fera. Dans une entreprise qui est cotée, vous avez une dilution, il n'y a pas d'affectio societatis. Les gens arbitrent, alors pas les actionnaires salariés, mais tous les autres. Donc, si vous êtes moins rentable que Michelin, ils iront acheter du Michelin. Et si vous êtes moins rentable, les gestionnaires d'actifs, c'est nos clients aussi à Carbone 4, pardon. Carbone 4, c'est rigolo ça. On a aussi des clients qui sont des gestionnaires d'actifs, puisque nous avons monté il y a maintenant 4 ans une entreprise qui fournit de la donnée au monde financier, qui s'appelle Carbone for Finance. Et on est très très fiers du reste, il y a quelques mois, d'avoir eu notre plus belle prise, qui est les banques centrales de l'Eurosystème. Donc on les a comme clients. Et les entreprises, ces entités du monde financier, on leur fournit de quoi se confronter aux problèmes. Alors c'est pareil, on n'a pas l'ambition de faire la révolution, mais on a l'ambition de les aider à comprendre ce qu'elles font. Ils passent leur temps à faire des arbitrages risque-rendement. Ils ne font que ça. Il faut absolument... qui peut modifier l'arbitrage de risque-rendement ? La puissance publique. Donc, les seuls qui peuvent verdir l'économie, c'est la puissance publique. Le monde financier et les actionnaires ne peuvent pas se verdir tout seuls au détriment de leurs propres intérêts d'actionnaires. Ils ne le feront pas. Sauf dans le cas d'actionnaires, encore une fois, propriétaires, qui peuvent accepter pendant un temps d'investir, de passer en résultat net négatif, etc., de bouffer une partie de leur réserve, parce qu'ils pensent que c'est vital, ou parce qu'ils pensent que... voilà.
Ils peuvent également faire ce que vient de faire M. Chouinard il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire renoncer à leur profit d'actionnaire, puisque vous savez que Patagonia, les héritiers de Patagonia ne verront pas la queue d'une. Et Chouinard a transmis le capital de son entreprise à une fondation qui reversera la totalité des profits à des œuvres qui luttent contre le réchauffement climatique notamment. Donc ça, c'est une décision d'actionnaire qui lèse l'intérêt strictement financier de l'actionnaire. Hein. Voilà. Mais pour ça, alors je ne suis pas en train de dire, dès que vous avez une personne physique, donc le moindre propriétaire d'hôtel-restaurant qui est actionnaire de son entreprise va faire tout ce qu'il peut pour diminuer le résultat de son entreprise au profit du climat. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Par contre, je vous dis que c'est de notre observation plus facile quand même d'avoir des gens qui s'intéressent à la question quand ils ont un horizon de temps très long devant eux. Et ça concerne préférentiellement les sociétés qui n'ont pas un gros flottant et qui n'ont pas l'essentiel de leur actionnariat détenu par des fonds d'investissement. Je ne sais pas comment se répartit l'actionnariat d'Orange. Notre premier actionnaire, c'est l'État, avec Oui. à peu près 23%. Le deuxième, c'est nous, les salariés. Le troisième, c'est BlackRock. D'accord. Et le reste, c'est du flottant. D'accord. Donc tout venant, dont vous êtes des dans fonds de une pension vous êtes quand même dans une situation intermédiaire puisque vous avez quand même un tiers du capital qui est sécurisé. Bon. Mais l'État n'a aucune envie de diminuer la valeur des actions d'Orange. Ça, c'est absolument certain. Donc, voilà. Donc, convaincre les actionnaires, c'est compliqué. Et du reste, l'État est en conflit d'intérêts dans cette histoire, puisque s'il prend des réglementations pour diminuer votre activité au motif que c'est pas bon pour l'environnement, eh bien, la personne de l'APE se fait remonter les bretelles. Voilà, et M. Le Maire gueule, surtout que M. Le Maire adore les licornes et qu'il est quand même totalement fasciné par le numérique. Donc j'espère qu'il va faire des pulls roulés connectés. Non, on se moque beaucoup de lui et de ses cols roulés. En fait, pour une fois, il a dit un truc intelligent. C'est évident que de s'habiller plus chaudement plutôt que de monter le thermostat par les temps qui courent, c'est un truc intelligent. Ça, disons que le problème, c'est que les choses intelligentes qu'ils nous disent, elles tombent tellement sous le sens que pour un certain nombre d'entre nous, on avait déjà l'impression d'avoir compris tout seul depuis très longtemps. Oui, oui. Non, c'est surtout que c'est pas tellement relié à une politique globale qui serait lisible. Voilà, et donc il se prend le retour de bâton à cause de ça, et ça, malheureusement, c'est la loi du genre. On ne peut pas trop rouspéter là-dessus. Comment intégrer les externalités environnementales dans la comptabilité? Alors, il ne faut surtout pas les intégrer dans la comptabilité financière. C'est justement ça qui est perturbant. J'ai un ami qui est mathématicien, qui a été un des fondateurs de l'université Paris-Dauphine et qui est norvégien, qui s'appelle Ivar Ekland, et qui m'avait dit un jour un truc, j'aime beaucoup la manière dont il me l'a formulé. Il m'a dit, on n'ira jamais nulle part sur la question du climat si on essaye d'en faire un problème économique. Dit autrement, si on essaye d'arbitrer l'opportunité d'agir versus l'opportunité de ne pas agir sous l'angle économique, on n'ira jamais nulle part. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que les actifs naturels sont gratuits par convention dans l'économie. Et donc, préserver l'intégrité d'un actif naturel qui, par convention, vaut zéro, c'est-à-dire le système climatique, bah, par convention, ça vaut zéro. Ce qui veut dire que dans toutes les modélisations économiques où vous avez des fonctions de dommage pour essayer de calculer le dommage économique qui résulterait d'une perte d'intégrité du système climatique, en fait, quand vous regardez comment fonctionne le modèle, il est tautologique. Un modèle tautologique, c'est un modèle dans lequel la conclusion, c'est l'hypothèse d'entrée reformulée différemment. Donc, la manière dont les fonctions de dommage sont paramétrées avec des hypothèses, et donc vous retrouvez en sortie le dommage que vous avez paramétré en entrée avec des hypothèses. Donc, le dommage, c'est exactement l'envie que vous en avez. Voilà. Donc, ce que m'a dit Ivar Ekland un jour, il m'a dit jamais on n'ira nulle part en essayant d'en faire un problème économique, il faut que ça devienne un problème éthique. Dit autrement, il faut que ça rentre, malheureusement, dans le débat du bien et du mal. Le fait que si vous êtes très énervé par votre voisin de gauche là, qui tape sur son smartphone et qui vous donne un coup de coude par inadvertance, vous n'avez pas le droit de lui coller un ramponneau, ce n'est pas une affaire de prix. On ne vous dit pas si vous payez suffisamment cher, donc ce n'est pas un problème économique. C'est un problème éthique, c'est un problème moral. On dit vous n'avez pas le droit, point. Bon. Et si vous le faites, on vous met peut-être une amende, mais surtout on vous met en prison. C'est-à-dire qu'on vous colle une punition qui est elle-même sur le plan de la morale et de l'éthique, on vous prive de liberté. Donc en ce qui concerne le réchauffement climatique, il faut en arriver là aussi. Alors je ne sais pas s'il faut mettre des gens en prison, mais en tout cas ce qu'il faut, c'est que ça devienne un objectif moral et éthique, parce qu'il n'y a que ces objectifs-là qui sont supérieurs aux objectifs économiques. On accepte pour la vie de nos enfants
éventuellement de changer de métier pour un métier moins bien payé, d'arrêter de travailler parce qu'il faut s'occuper d'eux, etc. Donc on accepte plein de sacrifices économiques éventuellement pour nos enfants, parce que ça relève de l'affect, parce que ça relève de la morale, parce que ça relève de l'éthique, parce que ça relève des sentiments. Donc tant qu'on n'aura pas mis la question du changement climatique sur ce plan-là, on ne pourra pas avancer à la bonne vitesse en faisant un problème strictement économique. Ce qui veut dire que la comptabilité environnementale, il faut la laisser environnementale. Il ne faut pas la traduire avec un coût de la tonne de CO2 et l'intégrer dans le résultat. Je pense que ça, c'est une aide qu'on peut faire éventuellement dans des arbitrages microéconomiques donnés. Combien est-ce que mon investissement va me coûter si demain matin la tonne de carbone me coûte tant? Mais ce n'est pas la seule analyse possible, parce qu'on peut aussi faire l'analyse en si j'ai une restriction d'usage, parce qu'on met un quota sur les émissions, quelle est la rentabilité de mon investissement? C'est une autre question qu'il faut se poser, et celle-là, elle n'a rien à voir avec le prix de la tonne de CO2. Donc vous avez plein de manières de faire rentrer le carbone dans des analyses strictement économiques. Il n'y a pas que via le prix du carbone. Et la raison pour laquelle on parle énormément de prix du carbone dans ce genre de contexte, alors la raison est toute bête, ça va vous faire rire, c'est parce que c'est le seul truc que les économistes savent donner à manger à leur modèle. Les économistes ne savent pas donner à manger à leur modèle des modifications de réglementation. Ils savent juste les modèles macroéconomiques qui sont basés sur des élasticités, volume-prix, et donc on sait leur faire dire quelque chose en faisant des variations de prix. Point. Le reste, on ne sait pas. Donc c'est la raison pour laquelle tous les économistes de la planète sont favorables à la taxe carbone. Ce n'est pas parce que c'est le truc le plus intelligent sur Terre, ça a sa pertinence dans un certain nombre de zones. C'est juste le truc qui rentre dans le modèle. Voilà. C'est exactement pour la même raison que les stress tests climatiques des banques sont basés sur des chocs de prix du carbone, c'est-à-dire le truc que vous ne verrez jamais dans votre vie, sauf si Poutine nous coupe le gaz. Et ils n'intègrent jamais des chocs réglementaires. Par exemple, les ZFE, ça ne rentre pas dans un modèle de stress test bancaire. Or, c'est quand même susceptible de modifier un tout petit peu les ventes des constructeurs de voitures. Bon. C'est clair. Donc voilà, c'est pour ça que donc moi je vous mets en garde contre ça. Il faut que ça reste séparé et il faut qu'à chaque fois vous ayez un objectif. Donc on va passer à une logique tableau de bord. Hein. Vous ne cherchez pas à convertir en équivalent essence le niveau de la jauge d'huile sur une voiture. Hein. Vous ne dites pas je calcule le volume total de fluide qu'il y a dans ma voiture en agrégeant l'essence, le liquide de freinage et l'huile. Et le lave-glace, et puis tant que ça reste au-dessus d'un certain niveau, et ben, je considère que tout va bien. Vous ne faites pas ça. Donc vous regardez, chaque composant a son utilité prise de manière séparée. Ben là, c'est exactement pareil. Il faut que les comptabilités dites extra-financières restent extra-financières, et donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il faut une comptabilité carbone un peu détaillée si on veut passer à l'action. Et il faut de l'analyse par scénario que vous pourrez faire grâce à Iris. Merci Jean-Manuel. Enfin, est-ce qu'il faut accompagner vos clients vers la sobriété? Alors, oui et non. Une entreprise, c'est un projet de conquête, toujours. Carbone 4 comme les autres. Hein. Donc, accompagner son client vers moins de chiffre d'affaires, c'est un truc auquel on a du mal. Ce qu'on accepte à la rigueur, c'est d'accompagner son client vers un cadre réglementaire plus contraint que comme citoyen, on aura accepté. Hein. Ça, on accepte à la rigueur. Donc, c'est contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais accepter spontanément, vous voyez, moi j'ai un abonnement chez Orange qui me coûte 21 € par mois. Je vois mal Orange me dire je vais vous accompagner vers la sobriété, votre abonnement va passer à 12 € et puis je ne vous vendrai pas plus de smartphones et pas plus de juste 12 €. Voilà. Il y a quelques rares cas de figure dans lesquels ça peut exister. Alors je vais vous donner un exemple. À l'époque, Stéphane Richard n'avait pas pris cette option publiquement, mais Martin Bouygues l'avait prise, qui est le déploiement de la 5G. Le déploiement de la 5G, m'avait expliqué d'autres opérateurs qu'Orange, ça va nous coûter un bras en investissement et on n'augmentera pas l'ARPU. Donc on ne voit juste pas l'intérêt, donc on est contre. Alors il se trouve que moi ça m'arrangeait bien parce que par ailleurs ça va augmenter la dépense énergétique, ça va augmenter la dépense énergétique induite parce qu'il va falloir faire tourner le parc de smartphones, ça va bouffer un peu plus vite des ressources juste pour regarder Netflix dans le métro alors que je pense qu'on devrait les garder pour être capable de continuer à avoir des comptes en banque et de la comptabilité d'entreprise un peu plus longtemps. Parce que si un jour on n'a plus d'ordinateur, il n'y a plus de compte en banque non plus. Hein. Bien comprendre ça. Hein. Aujourd'hui, on a quand même confié aux mines d'or, de cuivre, d'étain, etc., je ne vous refais pas la liste, la possibilité de payer nos impôts. Donc la fonction la plus régalienne qu'est un État, qui est de lever l'impôt, aujourd'hui, ça dépend de mines. Ça dépend de l'existence de mines et de semi-conducteurs. Hein. Donc je pense que de gaspiller un peu plus vite ce capital de départ juste pour regarder Netflix dans le métro et des sexes en 3D, pas complètement persuadé que ce soit totalement indispensable. On se limitera au sexe en 2D, ça nous ira bien. On y arrivera encore. Et donc
cette affaire d'accompagner les clients vers la sobriété, moi, j'y crois pas. Je crois à faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire aider les clients à gérer une sobriété que la puissance publique leur demandera de gérer ou que vos clients auront envie d'eux-mêmes de gérer. Après, vos clients ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc on retourne à ce que je disais tout à l'heure. Dans le monde vers lequel on va, vous avez intérêt, mais ça renvoie au jus de cerveau que vous avez intérêt à investir. Donc moi, je pense que dans la direction marketing, il faut multiplier par 50 les effectifs qui s'occupent de ce que je vais évoquer. Il faut regarder tous les domaines dans lesquels, en vendant peu d'octets, vous arrivez à faire économiser quelque chose de précieux à vos clients, de la chaleur, de la ressource métallique, des flux, du transport, qu'est-ce que je sais. Et peut-être que votre avenir, c'est de devenir un OBS pur, quelque part, c'est-à-dire un opérateur qui va proposer essentiellement des services à haute valeur ajoutée, demandant beaucoup d'intelligence et pas beaucoup d'octets. Donc une infrastructure qui n'a pas nécessairement besoin de faire transiter des gigabits dans tous les sens d'images animées. Et ça sera numériquement sobre pour vos clients, mais intéressant à plus d'un titre pour leurs usages globaux. Et alors, pour arriver à faire ça, il faut absolument, alors si je me limite à la question du carbone, il faut absolument que vous ayez un scope 3 extrêmement détaillé, parce que sans les émissions des clients associées à l'usage de vos services, vous ne pourrez jamais calculer ce qu'on appelle les émissions évitées, c'est-à-dire combien le fait de leur vendre un service numérique particulier permettrait à eux de baisser leur propre empreinte carbone. D'où, là où je vous renvoie à ce que je disais au début, il faut une comptabilité carbone très détaillée, très sophistiquée, et donc un investissement upfront dans cette comptabilité qui va quand même vous coûter quelques pourcents du budget IT, si je mets tout bout à bout. Or aujourd'hui, je vais le dire autrement, les budgets comptabilité carbone qui sont souvent dans la direction du développement durable sont des budgets qui sont 3 ordres de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait vraiment avoir si on voulait être sérieux sur la question. En fait, je vais vous le dire autrement, Carbon 4 fait aujourd'hui un peu plus d'une centaine de personnes. On est le plus gros indépendant français dans la comptabilité carbone. Deloitte, à eux tout seuls, ils sont 10 000. C'est ça. Donc on est 100 fois moins nombreux que juste la branche française de l'un des Big Four pour compter des euros. Voilà, donc Carbon 4 n'ambitionne pas d'être passé à 10 000 personnes. C'est juste pour vous donner le rapport des forces en présence entre l'argent et l'euro. Ah, mais effectivement, en gros, vous savez notamment ce que la boîte remplit ses obligations de publication. Bon, on a un peu dépassé notre temps, donc c'est bien, on va essayer... Mais je vous ai déjà répondu sur les augmentations de salaire. Voilà. Qu'il allait falloir militer pour les baisses. Alors, combien ça pèse de grammes de CO2 1 euro d'augmentation de salaire. Alors, attendez, je vais faire un calcul d'ordre de grandeur. Les salaires en France, c'est quoi? C'est 60% du PIB, en gros? 50? On va dire 50 en ordre de grandeur. Donc, c'est 1200 milliards d'euros. Et l'empreinte carbone de la France, c'est 700 millions de tonnes de CO2. Donc ça veut dire 700 milliards de kilos. On est d'accord? Donc j'ai 1200 milliards pour 700 milliards. Ça veut dire que je ne suis pas très loin de 1 pour 1. Donc 1 euro d'augmentation de salaire, ça vaut quelques centaines de grammes d'émissions de CO2 en plus. Voilà. Il va falloir convaincre tout le monde dans cette période de bataille pour le pouvoir d'achat. C'est pas gagné. Après, là, je suis en train de vous parler d'augmentation de salaire déflatée. Puisque je raisonne PIB. Donc je raisonne corrigé de l'inflation. C'est vrai. Alors après, sur la question de l'action des CSE, en fait, ce qui nous intéressait le plus, c'est de savoir si vous aviez croisé des entreprises où il y avait des CSE ou des organisations syndicales qui avaient lancé des actions particulièrement pertinentes. Parce que, à part agir sur les activités sociales et culturelles, pour l'instant, ou demander certains comptes à l'entreprise. Et justement, la dernière question, c'est de savoir ce qu'il faut lui demander, comment on peut être légitime et efficace rapidement. Alors, sans éviter de se former, ça fait partie des choses dont on a bien compris qu'elles étaient importantes. Mais si on ne veut pas se noyer dans les chiffres, qu'est-ce qu'on doit demander à la boîte? Quelles métriques et quelles informations lui demander pour bien jouer notre rôle de représentant des personnels dans les CSE? Parce que c'est une question autour de laquelle on a tourné pendant un certain temps cette année.
sans être complètement sûr de nous. Dans les leviers d'action pour les élus CSE en lien avec notre affaire, ce que j'ai déjà vu, alors je ne sais pas à l'échelle, mais ce que je peux vous donner, c'est de l'organisation de conférences et donc de transmission d'informations. Et il y a notamment, alors je ne vous dis pas ça pour vous faire de la pub, mais il se trouve que c'est un exemple que je connais, on a également au sein de Carbone 4 maintenant quelque chose qui concerne l'empreinte carbone personnelle, qui s'appelle MyCO2. Et le modèle économique de ce truc-là, c'est que c'est gratuit pour les particuliers qui s'inscrivent comme particuliers, et c'est payant pour les entreprises qui veulent proposer ça à leurs salariés. Sachant que les gens qui viennent s'inscrire à titre personnel, on espère qu'ils trouveront ça suffisamment bien pour dire ensuite à leur entreprise, c'est quand même pas mal ce truc-là. Et c'est un atelier, alors c'est collectif, et c'est la découverte collectivement de sa propre empreinte carbone personnelle. Donc c'est un élément de sensibilisation et qui permet d'embarquer les gens. Et on a déjà vu des CSE proposer que ce genre de choses se fasse de façon un peu large dans les entreprises. Donc ça, on a déjà vu. Après, dans les autres actions, pour le moment, moi, je n'ai pas d'exemple évident en tête, mais c'est normal parce que cette corde environnementale à votre arc, elle est quand même raisonnablement récente. Et le rôle qu'on vous a confié récemment d'aller chatouiller les entreprises qui vous emploient sur cette question-là est relativement, ce rôle est récent. Donc c'est normal que vous n'ayez pas encore un milliard d'idées géniales et il va vous falloir, comme l'entreprise à laquelle vous appartenez, monter en compétences, réfléchir, engager des groupes de travail, regarder ce que font les autres, commencer à poser des calculs et des règles de 3. Enfin voilà, il va falloir faire ce genre de choses. Là où vous pouvez avoir un rôle direct très rapidement, c'est sur toutes les activités que vous payez. Donc pour tout ce qui est sorties, vacances, etc., vous pouvez très bien dire, nous, on va s'appliquer la règle à nous aussi, c'est-à-dire qu'on va faire l'empreinte carbone de tout ce qu'on finance, et on vous fournira l'information, voire un jour, on se donnera une discipline propre en la matière. Donc par exemple, on ne paiera plus de vacances avec des vols en avion. Par exemple. Ok. Oui. Oh, mais moi j'ai zéro problème avec ça. Mais bon. Alors, comme on a dépassé notre temps, on va simplement prendre 2 questions dans la salle. Une en bas et une en haut. Je vous préviens que je ne prends pas s'il y a 2 questions du même sexe. J'ai vu 3 madames se lever, donc je vous dis tout de suite. Voilà, mais alors dans la salle -2, il y a peut-être une dame qui veut poser une question. Et on va commencer par la salle du -2, puisqu'effectivement, comme ils sont en dessous de nous et qu'ils ne peuvent pas lever les mains, on les voit que par écran interposé. Alors pour l'instant, il n'y a personne. Alors on va prendre un garçon ici, à condition qu'il y ait une fille en bas. Bon. On va commencer par le garçon. Alors, merci d'abord pour toute l'énergie intellectuelle et humaine que vous dépensez pour nous ouvrir les yeux. La question, c'est quelles entreprises ou organisations ou entités vous pouvez nous citer comme exemple qui vont dans la bonne trajectoire de ces fameux 5%? 5% stricto sensu, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Par contre, dans les entreprises ou organisations qui essayent de faire des choses un peu sérieuses, on va trouver des gens qui, en général, que le hasard a mis du bon côté de la barrière. Et oui, c'est souvent comme ça que les choses se passent. Et dans les gens qui comprennent qu'ils ne sont pas du bon côté, mais qui veulent faire pivoter de façon absolument massive leur modèle d'affaires, on va trouver des gens pour lesquels il y a soit des solutions techniques qui peuvent être très ambitieuses, soit la possibilité de réorienter complètement le modèle d'affaires. Et là, on va plutôt trouver des ETI que de trouver des grands groupes, parce que les grands groupes, c'est plus compliqué. Enfin, exactement, on va trouver des entreprises qui ne sont pas totalement rentières, en position dominante dans leur marché. Donc les entreprises qui sont rentières en position dominante dans leur marché ont énormément de mal à pivoter de manière forte. Alors dans les quelques choses que je peux vous citer qui sont un peu rigolotes, je vais vous en citer 2 ou 3. C'est pas la peine aux hommes de lever la main, je ne prendrai pas de questions d'hommes derrière je le redis. Vous avez je vais vous citer 2 exemples marrants. Un, c'est le comité champagne. Les producteurs de champagne font partie des gens qui ont baissé, pas de 5% par an, mais qui ont baissé en valeur absolue leurs émissions, enfin les émissions de leur bilan carbone,
ces dernières années, alors même que la production augmentait. Et ils ont fait les choses. Alors, ils m'ont dit un jour en rigolant, la Champagne, c'est le seul pays communiste qui a réussi, parce que on fait tous le même produit, et on le fait tous de la même manière. Voilà, on ne le vend pas tous au même prix, et on est très riche. Donc, c'est le seul pays communiste qui a réussi. Mais le fait est que, comme ils font tous le même produit, du coup, c'est facile de faire de façon collaborative énormément de groupes de réflexion pour réfléchir à comment ils peuvent alléger la bouteille, comment ils peuvent, parce que la bouteille, c'est un des gros composants du bilan carbone, comment ils peuvent utiliser moins de fuel pour la protection contre le gel, etc. Enfin, ils peuvent faire des trucs de manière collaborative. Et l'autre exemple que je vais vous citer, alors celui-là, il n'est pas mis en œuvre, il pourrait l'être. C'est la transformation des hauts fourneaux d'Arcelor à Dunkerque, qui pourrait passer de la réduction du minerai de fer par le coke, ce qui se passe aujourd'hui, donc on prend du charbon pour enlever l'oxygène du minerai de fer et avoir de la fonte, à la réduction directe à l'hydrogène, l'hydrogène venant des réacteurs nucléaires d'à côté. Il faut quand même un petit réacteur nucléaire par haut fourneau qu'on remplace. Et là, on pourrait effectivement diviser les émissions de CO2 par 5 ou 10 assez facilement. Enfin, assez facilement. Il faut faire un gros investissement, mais je veux dire, c'est techniquement possible. Voilà 2 exemples que je peux vous citer où il y a des gens qui ont identifié des marges de manœuvre, pas nécessairement mises en œuvre. Certains oui, d'autres non. Quand vous êtes dans un domaine dans lequel vous êtes encore une fois en position dominante sur votre marché, c'est très très difficile d'accepter de tout mettre cul par-dessus tête au risque de diviser votre chiffre d'affaires par 2. Là, je n'ai pas d'exemple à vous proposer dans les très grands groupes. Encore une fois, dans des plus petites entreprises, là, il y a des gens qui peuvent se gratter la tête de manière très significative et enclencher des réorientations qui peuvent être assez significatives. Voilà. Non, pas du tout. Oui, bonjour. Ah, c'est une fille aux étages inférieurs. Oui, bonjour. C'est parfait. Vous m'entendez? Oui, oui. Nous avions une question à vous poser. Vous n'avez pas parlé donc des énergies décarbonées, hydroélectriques, fusion nucléaire. Quel est votre point de vue là-dessus? D'accord. Alors, vous savez, j'ai été bon élève. On ne m'a pas posé de questions sur le sujet. Donc, moi, j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées, comme à l'école. Les énergies décarbonées, qu'on appelle aussi renouvelables et nucléaires, parce qu'en gros, vous avez les deux, elles regroupent l'ensemble de la biomasse dès lors qu'elle est exploitée de manière renouvelable, ou tous ses dérivés, agrocarburants, biogaz, etc. Et puis, les modes de production électrique sans ou avec peu de carbone. Et là-dedans, vous avez, par ordre d'importance décroissante dans le monde, l'hydroélectricité, le nucléaire, l'éolien, avant, je dois avoir la géothermie, puis le solaire. Ça doit être dans cet ordre-là que c'est au niveau mondial. Alors, un petit rappel historique. Si j'accepte l'énergie nucléaire, toutes ces énergies sont dites renouvelables. Il se trouve que les énergies renouvelables composaient 100% de l'approvisionnement énergétique mondial il y a 2 siècles et demi. Donc en fait, les énergies renouvelables, c'est les énergies dont nous sommes sortis pour passer aux énergies fossiles et beaucoup plus marginalement nucléaires. Et si on a fait ça, c'est qu'il y a des raisons physiques. Et donc la possibilité de revenir en masse à ces énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles en ayant toujours la 5G et 40 mètres carrés chauffés par personne, personnellement, j'y crois pas. C'est-à-dire que ça ne sera pas à l'échelle, on n'y arrivera pas. La question est donc les énergies renouvelables, elles sont essentiellement, donc on peut y faire appel, c'est une bonne idée d'y faire appel, ce n'est pas nécessairement sans inconvénients, et je vais en donner quelques-uns rapidement. En ce qui concerne les agrocarburants, l'inconvénient, c'est que vous avez une concurrence d'usage avec les surfaces qui sont dédiées à l'agriculture, à la préservation de la biodiversité ou à des ressources non alimentaires autres, par exemple des fibres, du bois, etc. Et toujours pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, vous avez 40% du maïs qui finit comme éthanol dans les réservoirs de SUV. On pourrait tout aussi bien diminuer un peu la masse des voitures des Américains, ça ne les tuerait pas et ça éviterait de mobiliser ces surfaces pour faire pousser du maïs. Donc il y a un problème sur la biomasse qui est la concurrence d'usage des sols. Et en fait, à l'échelle mondiale, on déforeste encore aujourd'hui, ce qui veut dire que si on veut accroître la biomasse pour des usages énergétiques, on va déforester encore plus. C'est ça qui va se passer en pratique. De carbone. La deuxième
La deuxième limite des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont souvent diffuses. Donc, par exemple, le vent et le soleil, il y en a beaucoup en total sur Terre, mais il y en a peu par unité de surface ou par unité de temps. Et donc, il faut des grands dispositifs de collecte pour en avoir des quantités importantes. Et c'est ça qui a limité le fait qu'on soit capable de passer à une civilisation industrielle sur la base de ces énergies diffuses. Et par ailleurs, il y a un deuxième problème, c'est que quand vous avez des modes de production qui ne fournissent que de l'électricité ne se stocke pas en tant que telle. Hein. Et donc, ça limite également très fortement le déploiement. Les combustibles fossiles, à contrario, sont très denses par unité de volume ou par unité de poids, donc se transportent très facilement, peuvent s'utiliser indépendamment des conditions climatiques locales, des conditions géographiques locales partout dans le monde. Et donc, c'est ça qui a favorisé leur expansion. Donc, les énergies décarbonées renouvelables vont buter sur des limites physiques à leur déploiement. Et juste pour vous donner un exemple, l'Agence internationale de l'énergie a publié récemment un graphique dans lequel il montre que les mines de cuivre actuellement en exploitation ou en développement passent ou passeront par leur pic de production maintenant ou dans les 2 années qui viennent. Ce qui veut dire que tout scénario de déploiement, quel qu'il soit, qui compte sur une augmentation de l'appel à du cuivre, risque de se heurter à un problème de disponibilité de la ressource primaire. Et si on commence à prospecter pour trouver de nouvelles mines qu'on va éventuellement exploiter, vous êtes parti pour 15 ans à minima. Pardon ? Ah, vous avez une mine dans le réseau de cuivre. Oui, on peut aussi couper le réseau de cuivre existant, mais là, ça posera d'autres problèmes. Vous avez donc voilà, donc on risque de buter sur des limites. Donc la limite des énergies renouvelables, enfin des énergies décarbonées renouvelables, va être pour l'essentiel des limites physiques. Pour mettre de nouveaux barrages, il faut des montagnes. Si on les a pas, voilà, en Belgique, on va avoir du mal à remplacer le nucléaire par des barrages, etc. Donc vous avez un certain nombre de limites physiques. Le nucléaire, lui, il a peu de limites physiques. Par contre, il a beaucoup de limites en compétences. Alors le nucléaire a peu de limites physiques parce que l'énergie nucléaire, elle est par construction 1 million de fois plus dense que l'énergie chimique. Pour ceux d'entre vous à qui ça va rappeler des souvenirs, l'énergie chimique, c'est-à-dire la combustion, c'est un réarrangement des couches électroniques d'un atome. C'est quelques électronvolts par atome. La fission nucléaire, c'est un réarrangement des nucléons du noyau, c'est 200 millions d'électronvolts par fission. Alors le noyau d'uranium est beaucoup plus lourd que le noyau de carbone ou le noyau d'hydrogène, mais si je fais la combinaison des deux, le résultat des courses, c'est que quand vous fissionnez 1 gramme d'uranium, ça libère autant d'énergie que quand vous brûlez 1 tonne de pétrole. Donc l'énergie nucléaire est extrêmement concentrée, extrêmement dense, et donc avec de faibles quantités de matériaux et de métal, l'uranium étant un métal, vous arrivez à avoir de très grandes quantités d'énergie. Et avec les technologies appropriées, on est capable, on serait plus exactement capable d'avoir de grandes quantités d'énergie sur Terre décarbonée pour très longtemps. Pas avec ce qu'on utilise actuellement, pas avec l'uranium 235. Mais par contre, vous avez une barrière de compétence. Parce que c'est très long, c'est compliqué de faire une centrale nucléaire, c'est long et compliqué d'en faire beaucoup, c'est long et compliqué de débattre avec la population pour lui faire dire oui, on a envie d'en avoir beaucoup, etc. Donc tout ça est compliqué. Et du coup, la limite au nucléaire, c'est sa vitesse de déploiement. Beaucoup plus que les matériaux que ça va consommer de manière intrinsèque. On pourrait également parler pendant des heures de la question des accidents, des déchets, etc. Quand vous regardez ça au fond, en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas une nuisance significative face aux accidents de la route ou au tabac. Si vous avez des enfants, moi, je vous conseille de faire beaucoup plus gaffe quand ils traversent la rue que quand ils passent à proximité d'une centrale nucléaire. Donc, j'étais vous. Donc, la question du nucléaire est une question, je le dis, où le frein principal, c'est la vitesse de déploiement et le fait qu'entre le moment où on décide d'avoir un plan et le moment où le plan est fini d'être exécuté, il se passe énormément de temps. C'est ça sa limite. Si on fait le total de toutes ces énergies décarbonées, aujourd'hui, dans le monde, on est à, si j'accepte la biomasse, à 10%. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Pour qu'on conserve la croissance économique qui est la nôtre aujourd'hui en passant le fossile au décarboné, il faudrait que le rythme d'augmentation du décarboné tous les ans se balade entre 7 et 10% par an. Tous les décarbonés confondus. Aujourd'hui, on en est très très loin et surtout, on est très très loin de pouvoir poursuivre ce rythme pendant des décennies. Donc, le recours aux énergies décarbonées, il faut toujours le prendre là où on peut le prendre. Mais ça ne fera pas la totalité du chemin. Et donc, on va devoir, ou nous devrons subir, à cause de ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, de toute façon,
Si je le dis de manière un peu taquine, une cure d'amaigrissement. Si je le dis de manière plus positive, une sobriété souhaitée dans nos usages matériels pris de manière globale. Je crois que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.